Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler d'une légende de la BD franco-belge en la personne d'André Franquin et je fais cette vidéo à l'occasion de la sortie d'une nouvelle intégrale de ses idées noires, alors qui est appelée l'intégrale complète, on y reviendra. C'est une BD que je connaissais déjà, puisque j'en avais déjà une version, mais qui était très très mal édité en fait, puisque c'était une édition de poche. Mais avant de parler de cette nouvelle intégrale complète, donc un petit retour donc sur la carrière d'André Franquin, qui commence sa carrière en fait au début des années 1940, pendant la guerre donc, puisque il a d'abord fréquenté une école d'art qui s'appelle l'école Saint-Luc, et en sortant, il a rencontré un talentueux dessinateur aussi, en la personne d'Eddie Pape, qui l'a entraîné à commencer sa carrière en faisant du dessin animé. Alors c'est très formateur, a priori, et à la sortie de la guerre, en 1945, il a été un petit peu coaché par Maurice, l'auteur de Lucky Luke, qui l'a incité à travailler, à faire des couvertures pour un journal qui s'appelait Le Moustique à l'époque. Donc il a fait des couvertures et puis il a fait quelques petits travaux aussi à l'intérieur. Et en même temps, il a aussi fait des couvertures pour un autre magazine, alors que n'était pas vraiment spécialisé BD, mais quand même, ça lui a apporté de l'expérience. C'est un magazine qui s'appelait Bonne Soirée. Alors, par contre, c'est en 1946 que tout va commencer pour lui, pour Franquin, puisque J.G. a décidé d'arrêter de dessiner Spirou, comme il le faisait après l'avoir repris par le créateur Rob Vell, et décide de confier sa succession à Franquin, qu'il avait remarqué. Franquin accepte avec plaisir. D'ailleurs, au départ, il est dans la continuité graphique de J.G., de façon à ce que la reprise se fasse tout en douceur. Mais très très vite, il y met sa patte et il commence à créer des choses. Alors, par exemple, je crois que c'est dès la deuxième grande aventure qu'il dessine, c'est lui qui amène un premier méchant, la personne de Zantafio. C'est lui qui commence à donner à Fantasio l'idée de créer des inventions un peu farfelues comme le Fantacopter. Et puis surtout, c'est lui qui crée un animal qui est devenu assez légendaire lui aussi, le Marsupilami, qui aura sa propre série par la suite. Donc tout ça, c'est Franquin qui l'a apporté dans Spirou et Fantasio, en faisant ainsi une série vraiment au top du top. Mais alors tout se passe pas forcément idéalement. En 1955, il se brouille pour des raisons administratives avec Dupuis, et il quitte carrément la rédaction de Spirou et passe carrément à l'ennemi, puisqu'il va au journal Tintin, qui était le frère ennemi de Spirou. Et dans Tintin, il se met d'accord avec la direction pour commencer une nouvelle série qui s'appelle Modeste et Pompon. Alors qui est différente en ce sens qu'il ne s'agit pas de grandes aventures comme il le faisait pour Spirou et Fantasio, mais d'une série de gags en une page la plupart du temps, qui débute pratiquement immédiatement. Et donc il alimente les différents gags toutes les semaines de Modeste et Pompon pendant un temps. Alors sans un succès retentissant, à son grand désarroi. Alors d'ailleurs, assez vite, il va
se réconcilier avec la direction de Dupuis et attendre d'être libéré de ses obligations chez Tintin pour pouvoir repartir chez Dupuis. Et il reprend Spirou et Fantasio. Alors, Modeste et Pompon ne sont pas pour autant abandonnés parce que ils vont continuer à être dessinés, mais par un autre dessinateur, en la personne de Dino Atanasio, un grand dessinateur lui aussi, un dessinateur italien. Alors, autre date clé dans la carrière de Franquin, c'est en 1957, où il va créer le personnage de Gaston Lagaffe, qui est son personnage le plus célèbre, qui lui est tout à fait personnel. Gaston Lagaffe, le fameux, on va dire, ado attardé, qui rôde dans les couloirs de la rédaction du journal, et fait gaffe sur gaffe. Il est célébrissime, ce personnage. Donc le premier album de Gaston Lagaffe ne va pas tarder d'ailleurs, il va sortir, c'est un petit album à l'italienne, à l'époque qui sort, d'ailleurs qui doit être hors de prix maintenant si on cherche à le trouver en édition originale, il sort en 1960 si je ne me trompe pas. Mais alors tout ne va pas pour autant idéalement, puisque Franquin commence à déprimer quelque peu. On saura par la suite d'ailleurs qu'il est sujet à la dépression. Et dès l'album QRN sur Bretzelburg de Spirou et Fantasio, ça commence à se sentir beaucoup, et d'ailleurs la parution de cette aventure sera fortement perturbée dans Spirou. Il y aura des interruptions, des reprises, etc. Et puis, après la parution de cet album et puis du suivant, Panada Champignac, Franquin va abandonner Spirou et Fantasio pour se consacrer entièrement à Gaston, et va passer le relais de Spirou et Fantasio à Jean-Claude Fournier, qui l'a repris assez brillamment, faut dire. C'était pas forcément facile de passer après un dessinateur tel que Franquin, mais il s'est acquitté de la tâche avec assez de panache, faut le dire. Les albums de Fournier sont quand même très très bons pour la plupart. Alors, il faut savoir qu'aussi Franquin n'a pas fait que dessiner, il a fait quelques scénarios, et entre autres, un qui est notable, c'est la série Isabelle, que Will dessinait. Alors, il n'a pas scénarisé tous les albums, il en a scénarisé une bonne partie. Et c'est une série que je vous recommande, c'est une très bonne série. Alors, il a fait quelques autres scénarios, en particulier avec Frédéric Janin, mais je trouve ça moins intéressant que ce qu'il a fait pour Will avec Isabelle. Et puis donc, il cherchait à faire quelque chose de différent, parce que il aimait bien Gaston, c'était sa série fétiche, ça c'est sûr, mais il voulait un peu varier ce qu'il faisait. Et l'occasion lui en a été donnée à la création d'un supplément au journal Spirou qui s'appelait Le Trombone Illustré, où les intervenants avaient plus de liberté que dans le journal Spirou proprement dit, et c'est ici, dans ce Trombone Illustré, qu'il a créé les fameuses idées noires dont je vais parler juste après. Alors d'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça que le ton employé même dans Gaston a quelque peu changé à cette époque. Gaston, toute proportion gardée, c'est un peu politisé. D'ailleurs, il a fait participer Gaston à des campagnes d'affichage et autres pour des organisations humanitaires genre Greenpeace, Amnesty International, etc. Donc c'est quand même à noter. Autre date clé dans la carrière de Franquin, c'est en 1987, quand il est démarché par un tout nouvel éditeur qui s'appelle Marsu Productions, et qui lui propose de créer une série dérivée de Spirou et Fantasio, une série entièrement consacrée au Marsupilamis, la bestiole à queue très très longue et gigantesque qu'il avait créée.
Euh, c'est avec assez d'enthousiasme hein, qu'il accepte et surtout qu'il est aidé pour la partie dessin au départ par un nouveau venu, un personne de baptême. Et Franquin, vu le talent du dit baptême, va assez vite lui passer le flambeau et le laisser développer cette nouvelle série dont le premier album sorti fait un carton phénoménal. Hein, il se vend immédiatement à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, ce qui est assez remarquable. Alors, mais c'est sans compter le 15e album de Gaston qui va sortir en 96 et qui là écrase toute la concurrence au niveau des ventes. Hein. C'est un album qui était très attendu parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'album de Gaston et c'est un succès phénoménal. Alors Franquin n'aura pas eu le temps d'en profiter beaucoup parce que il est mort l'année suivante malheureusement. Et c'est quand même un énorme dessinateur qui nous a quittés, mais il a laissé derrière lui une bibliographie assez phénoménale. Donc, justement, je vous propose d'en découvrir une toute petite partie avec ses idées noires, nouvel album paru aux éditions Fluide Glacial, hein, que je vais ouvrir devant vous. On va voir est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés dans cette intégrale dite complète. Voilà, tout de suite. Alors, voici donc cette intégrale complète. C'est bizarre comme nom, hein, un peu un pléonasme. Hein, l'intégrale, elle est complète ou c'est pas une intégrale. Enfin bon. Donc, alors moi, je vais vous montrer, en fait, ce que j'avais jusqu'à présent, c'était ça. Donc, vous voyez déjà la différence de format. Et du coup, tous les dessins étaient remontés à l'intérieur. Alors, ils n'étaient pas dans l'ordre. C'était coupé, c'était recadré. C'était vraiment pas faire honneur à Franquin d'avoir ses idées noires dans une édition aussi, je vais être un peu vulgaire, mais mal branlée. Hein. Donc ça, je l'ai oublié. Et du coup, j'ai acheté cette nouvelle intégrale dite complète. Donc quand on ouvre, on tombe déjà sur un premier gag. Hein, ces fameuses idées noires, hein, c'est de l'humour très noir, hein, donc c'est d'où le nom. Et puis le graphisme de Franquin, alors au départ il avait plus ou moins l'idée de faire tout ça plus ou moins en ombre chinoise, mais il n'a pas pu s'empêcher, il a retravaillé son dessin, il a ajouté plein de détails, et du coup ça donne un graphisme très particulier, mais qui est magnifique. Alors Fluide Glacial explique qu'il a voulu magnifier la qualité d'impression en utilisant un papier spécial et une encre qui rend les noirs très noirs. J'ai l'impression que c'est plus un argument marketing qu'autre chose. Bon, effectivement, les noirs, ils sont noirs, mais je n'ai pas trouvé qu'ils sont plus noirs que dans un autre album, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'ils expliquent ici. Hein. Toutes les planches ont été retravaillées à partir de ces dessins originaux. Donc, ça c'est bien. Hein. Mais l'histoire, l'impression a été réalisée avec une encre spéciale. Honnêtement, moi, je vois pas vraiment la différence. Hein. Donc, on commence. Il y a une préface de Gottlieb, qui était le chef à Fluide Glacial à l'époque de la parution des Idées Noires. C'est une préface dans le ton de Gottlieb, hein, je vous laisserai la lire, c'est assez rigolo. Ensuite, alors ça, je crois que c'est nouveau. Il y a, alors pas une nouvelle interview de Franquin, bien sûr, puisqu'il est mort, mais des extraits d'interviews qui ont été regroupés et compilés par Gérard Viry-Babel, hein, qui s'occupe des bonus hein, à Fluide Glacial, hein, c'est souvent lui qui est en charge de tout ça. Alors c'est assez intéressant, hein, son travail, hein. Bon, c'est assez court, c'est étalé sur 3 pages seulement, mais ça remet le truc dans son contexte et ça explique pas mal de choses. Donc on enchaîne tout de suite avec le tome 1 des Idées Noires.
Donc, c'est illustré par un des gags hein, qui était dans l'album. Et on commence tout de suite. Alors, la nouveauté, c'est que les gags en question sont remis dans l'ordre chronologique. D'ailleurs, on se rend compte que la numérotation des gags est bien dans le bon ordre. Et je crois que c'est la première édition, en tout cas grand public. Hein, je ne parle pas des intégrales bibliophiles, etc., qui sont sorties, qui étaient hors de prix. Je parle des intégrales, vraiment des intégrales à des prix abordables. Donc on commence avec les fameuses histoires des pans dans la gueule. Ça m'a toujours bien fait rire. Alors je passe, hein, c'est de l'humour très noir, parfois c'est très cruel. Par exemple, le gag sur la guillotine, hein, c'est quand même assez spécial, ou même celui-là avec les oiseaux, ça fait penser au film d'Hitchcock un peu. Hein. Franquin était très antimilitariste, et ça se sent dans la thématique souvent de plusieurs gags. J'adore, hein. J'adore moi les idées noires. Donc j'avance. Donc tout ça c'est le premier album. Donc on arrive à le fameux gag avec la roue engrenage sur le château fort. Ça c'était une très très bonne idée. C'était bien vu, c'était une bonne idée. Voilà, donc on arrive à la fin du premier tome des idées noires, et on arrive au tome 2. Alors le tome 2, la plupart des gags, moi je les connaissais pas, parce que dans cet album-là, la plupart des gags n'y étaient pas. Ça, c'était pas du tout complet. Hein. Ça c'est clair que... Bon, c'était pas marqué que c'était complet, mais enfin c'était pas marqué non plus que c'était incomplet, mais c'est clair qu'il manquait des choses. Par exemple, ce gag-là, moi je l'avais pas dans l'album. Alors celui-là, je l'avais par contre. Donc il y avait quand même des morceaux du tome 2 dans l'édition que je possédais, mais il n'y avait pas tout. Voilà. Donc... Voilà, le tome 2, de toute façon, est de qualité égale au tome 1, faut pas se faire de soucis. C'est aussi cruel et amusant que dans le tome 1. Alors, dans cette intégrale, on arrive à la fin, vous voyez qu'il y a un dossier graphique à la fin. Ce dessin, je ne le connaissais pas, par exemple. Alors, le dossier graphique, ça consiste en quoi? Ça consiste en différents croquis de recherche de Franquin. Hein. Alors déjà sur le bandeau titre ici, bon là c'est particulier, c'est pour la version allemande. Bon là c'est des recherches hein, pour différents gags. Hein. Ça c'est des recherches pour le gag avec le type qui se fait manger par les oiseaux. Là, c'est des recherches pour un gag qui n'a jamais été finalisé. Et puis une belle illustration pour terminer. Bon, vous voyez, le carnet de croquis, hein, il est assez court, hein, il fait 8 pages, simplement. Donc, voilà pour cette intégrale, le contenu de cette intégrale complète. Bon, vous me direz, c'est pas bien épais, hein, mais... l'avantage, c'est qu'au moins tous les gars y sont, ça c'est sûr. Par contre, bon, au niveau contenu éditorial, c'est peut-être un peu léger. Bon, l'avantage, c'est que c'est un album qui a un prix tout à fait abordable, hein, à peine à même pas 17 euros, c'est quand même donné pour une BD de cette qualité. Voilà, donc on va passer tout de suite aux notes. Alors on commence par la note de qualité de fabrication.
Alors, au niveau de la qualité de fabrication, c'est plutôt du pas mal à voire du très bien. Alors, ça va être difficile à vous montrer ça sur la vidéo. Alors, ce que vous voyez peut-être, c'est que le titre, là, il brille. Alors, effectivement, il y a un vernis sélectif sur le titre, mais c'est pas tout. Vous voyez que dans le texte il est noir, là, il y a des yeux qui sont dessinés. Et en fait, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ça. Il y a un effet de relief sur tous les yeux. C'est-à-dire que quand on passe le doigt, effectivement, d'ailleurs, moi je le vois, mais bon, ça ne va pas rendre en vidéo, vraiment, les yeux sortent un peu de la couverture, pas de quelques fractions de millimètres. C'est un effet assez sympa. Donc, pour le reste, heureusement, ils ont utilisé du papier mat, du papier vraiment mat. Ça, c'est bonne qualité de papier. Bon, les noirs sont noirs, alors ce qui serait dommage quand même pour les idées noires de Franquin. Donc, au niveau de la qualité de la fabrication, là, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment très très bien rendu. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est pas mal du tout, hein. Donc, pour la qualité de fabrication, je pense que je vais attribuer sans trop de problème un bon 4 sur 5 à la qualité de fabrication. La Fluide Glacial a fait du bon boulot, il n'y a pas à dire, hein. Au niveau de l'intérêt des bonus, bon, alors l'intérêt des bonus, ils sont intéressants, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a la préface de Gottlieb, mais que je connaissais, qui était déjà présente dans la version de poche que j'avais des idées noires. Alors, pour moi, la nouveauté, c'était la compilation d'entretiens réalisée par Gérard Viry-Babel. Mais bon, c'est assez court, hein. Il y a des choses, hein, mais moi, j'aurais aimé en avoir plus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, elle est illustrée par ce gag qui était assez rare, je crois, hein, si je me souviens bien. Et puis, il y a le cahier graphique de 8 pages à la fin. Mais c'est pareil, hein, c'est sympa d'avoir des beaux dessins de Franquin. Enfin, des beaux dessins. Là, c'est principalement des croquis, quand même. Mais il n'y a pas de commentaires, ou très peu. Hein, on dit juste à quoi ça a servi. Bon, ils auraient pu faire mieux, hein, pour une édition qu'ils disent complète. Donc, bon, moi, je vais attribuer pour ces bonus une note de 3 sur 5. Voilà. Alors, reste la note générale pour l'intérêt général de l'album. Bon, alors là, c'est sans hésiter que je vais attribuer directement la note de 5 sur 5, hein, parce que c'est quand même un must-have, cet album, hein. Si vous n'avez pas les idées noires, mais précipitez-vous. Je vois pas qui ne pourrait pas aimer cet album. Honnêtement, c'est superbement dessiné, c'est tordant. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais en plus, là, dans l'album, dans la version de poche, ils avaient supprimé les petites phrases d'accroche en haut de chaque gag. Alors, il y en a certaines qui sont mais vraiment hilarantes, hein. C'est des jeux de mots, parfois assez foireux, il faut dire ce qui est, mais qu'est-ce que c'est marrant. Il ne faut pas confondre l'état de siège et la peau des fesses. Oui. Il ne faut pas confondre faire feu sur le gibier et tirer la chasse. Oh là là. Non, mais c'est absolument... Il faut les trouver, hein. Donc moi j'adore. J'adore 5 sur 5 sans hésiter. Là franchement, précipitez-vous si vous n'avez pas les idées noires. Il faut vous le procurer. Voilà. Bon, alors après éventuellement avoir découvert ces magnifiques idées noires que vous adorerez, j'en suis sûr et certain, vous serez certainement amené à essayer de découvrir, si vous ne connaissez pas, d'autres aspects de la carrière de Franquin. Alors, la partie de sa carrière la plus connue, c'est la partie Spirou et Fantasio. Mais alors, ce que je vais vous conseiller, c'est pas forcément les albums classiques de la série, hein, qui sont très bien, hein, ils sont dispo chez Dupuis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter tous les albums, hein, même des repreneurs de Spirou après Franquin. Moi, je voulais vous recommander, alors c'est peut-être un petit peu difficile à trouver parce que
La maison d'édition telle qu'elle était à l'époque n'existe plus. C'est chez Nifle Cohen. C'est l'intégrale Spirou et Fantasio par Franquin qui est paru chez cet ancien éditeur qui a une seconde vie maintenant, mais c'est plus tout à fait la même chose. Toutes les aventures de Spirou et Fantasio créées par Franquin sont données dans ces albums. Il y a 7 tomes, donc il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième et dernier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces albums qui méritent le coup d'œil par rapport aux albums classiques? Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on a droit aux histoires de Spirou et Fantasio en noir et blanc, ce qui permet de profiter pleinement du trait de Franquin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les différentes histoires sont publiées dans l'ordre chronologique des planches, telles que les a créées Franquin. Avant chaque histoire, vous avez une double page, d'un côté avec une illustration et de l'autre côté avec un texte qui remet la création de l'histoire dans son contexte. Alors, par exemple, là, dans le premier tome, vous avez des histoires qui sont assez peu connues. C'est les histoires qu'a créé Franquin au moment où il reprenait la série des mains de J.G. Alors, il a fait un premier test avec cette histoire qui s'appelait Le Tank. Alors, vous remarquez que le dessin de Franquin n'est pas encore du tout celui qu'on lui connaît, il est encore fortement influencé par le trait de J.G. Vous remarquez aussi les planches en 5 bandes, qui étaient habituelles à l'époque, mais qui ne le sont plus du tout maintenant. Alors, il y avait la deuxième histoire, après, deuxième essai de Franquin sur Spirou et Fantasio, la maison préfabriquée, qui n'est pas très connue non plus comme histoire. C'est l'intérêt de ces albums, de mettre en avant des histoires qui ne sont pas très connues. Et puis on arrive à l'héritage, qui est la première longue histoire créée par Franquin pour Spirou et Fantasio. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est dans la première intégrale Nifle Cohen. Alors on arrive à Radar le robot, qui commence à être un peu plus connu. Et puis ensuite, c'est les 4 histoires qui forment le premier album publié, qui s'appelle 4 aventures de Spirou et Fantasio. On a tout ça dans la première intégrale. Donc dans la deuxième intégrale, celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'histoire des Chapeaux Noirs, qui est un récit assez court, mais où le trait de Franquin commence à s'affirmer. Alors, vous avez toujours les 5 bandes, mais le trait de Franquin commence à prendre des libertés avec le style de J.G. Ensuite, vous avez l'histoire qui s'appelle Mystère à la frontière. Et on arrive donc là à une histoire beaucoup plus connue qui s'appelle Il y a un sorcier à Champignac, où on va découvrir le conte de Champignac, comme le titre l'annonçait. Donc j'avance. Et on arrive à Spirou et les héritiers. Alors là, cette aventure est déterminante, puisque c'est dans celle-ci qu'on va découvrir Zantafio, l'ennemi de Spirou. Et puis que Fantasio commence à créer des inventions un peu farfelues. Là, le Fantacoptère, c'est là-dedans qu'il apparaît pour la première fois. Et puis bien sûr le Marsupilami. Le Marsupilami qui arrive dans cette aventure. Alors vous remarquez, ça y est, que le trait de Franquin commence à s'affirmer. On est passé à des planches en 4 bandes, et non plus en 5. Donc ça, c'est dans la deuxième intégrale. Troisième intégrale, celle-ci donc. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Il y a les voleurs du Marsupilami, où là, bon, ben, le Marsupilami qui s'était fortement fait remarquer dans l'histoire précédente revient. Alors ensuite, on a l'aventure La corne de rhinocéros. Alors moi, j'ai une tendresse toute particulière pour cette histoire, puisque c'est le premier album de Spirou et Fantasio que j'ai pu lire dans ma jeunesse. C'est mon oncle qui avait l'album, en édition originale, rien que ça. Et donc j'ai découvert Spirou et Fantasio avec cet album. Autant vous dire que je l'adore, cet album. Et puis il y a Le Dictateur et le Champignon, qui est un très bon album lui aussi. Donc ça, intégrale 3, intégrale 4. La mauvaise tête, très bonne histoire aussi. Le repère de la murène, encore avec le Marsupilami, qui revient régulièrement maintenant dans les aventures de Spirou, hein, puisque c'est un personnage qui tout de suite a été très apprécié des lecteurs. La Quick Super, une petite histoire. Les Pirates du Silence, encore le Marsupilami qui fait des farces. Hein. Il est très joueur, le Marsupilami. Donc intégrale 4. Intégrale 5 avec le Marsupilami encore en couverture. Alors on commence par le Gorille à bonne mine. J'aime bien ce titre. Le nid du Marsupilami, vous voyez que, bon, on se demande en feuilletant comme ça un peu si c'est encore des histoires de Spirou et Fantasio ou plutôt des histoires du Marsupilami, mais bon. Non, Spirou et Fantasio ont quand même un rôle central encore, hein, j'exagère. Donc là, il y a le Voyageur du Mésozoïque, hein, qui est un très bon album aussi. Le Homard, une petite histoire en 2 planches. Vacances sans histoire. Et La Foire aux gangsters, dont je vais reparler un peu plus tard. Intégrale 6, avec Zorglub en couverture. Zorglub, l'ennemi héréditaire de Spirou et Fantasio. On commence par Le prisonnier du Bouddha. La peur au bout du fil, dont je vais reparler aussi. Z comme Zorglub, donc un album mythique. Moi j'adore ces planches en noir et blanc. Hein. L'ombre du Z, vu le succès du premier album, c'était impossible de pas continuer sur la lancée. Et puis on arrive à la 7e et dernière intégrale, avec encore le Marsupilami en couverture. Donc on commence par Spirou et les hommes bulles, et puis les petits formats, qui sont deux courtes histoires, mais qui valent le détour. Hein. Enfin, il y en a qui n'aiment pas les petits formats, je sais pas pourquoi, ouais, moi j'aime bien. Bon, Tembo Tabou. Bon, encore beaucoup de Marsupilami. Je crois que c'est pas cet album que je préfère, non, Tembo Tabou. Enfin bon. QRN sur Bratzelburg, donc j'en parlais tout à l'heure. C'est un album un peu charnière dans la carrière de Franquin. Bravo les Brothers, dont je vais reparler tout de suite. Et Panade à Champignac. Voilà. Donc pourquoi je vais en parler tout de suite de Bravo les Brothers? Parce que bon, je sais que tout le monde n'aime pas forcément avoir des albums en noir et blanc, il existe une manière de découvrir certaines aventures de Spirou et Fantasio en couleur, mais malgré tout avec un contenu rédactionnel et éditorial à côté qui vaille le coup.
puisque Dupuis a sorti une série d'albums, dont celui-là, je crois que c'est le premier qui est sorti, qui s'appelle Bravo les Brothers, donc c'est l'aventure dont je viens de parler. Alors ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps, donc je pense que ça doit être encore disponible chez l'éditeur directement, ou chez votre libraire. Donc l'intérêt, quand on ouvre, hein, c'est que déjà, tout est imprimé sur du beau papier mat, donc en couleur. L'impression est vraiment nickel, hein, c'est vraiment très très beau. C'est nettement au-dessus en qualité par rapport aux albums classiques, on va dire, de la série classique. Et puis, alors c'est une petite histoire, hein, donc vous avez quoi, une trentaine de pages de BD. Et ensuite, vous avez un dossier, alors un dossier qui est vraiment très très intéressant, superbement iconographié, hein, vous avez des crayonnés, vous avez des illustrations, des photographies d'époque, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez attendre d'un dossier, qui fait quand même au moins une cinquantaine de pages. Donc ça, très recommandé. Moi je les relis régulièrement, ces albums. Franchement, j'ai pas regretté de les avoir achetés. Alors, ils sont un petit peu chers, hein, je crois que ça doit coûter autour de 20 €. Mais ça vaut le coup. Alors, il y en a eu d'autres. Alors, moi, j'ai par exemple La Foire aux gangsters, qui est sur le même schéma, hein, toujours du beau papier, toujours une impression irréprochable. Et donc, en plus, hein, c'est publié tel que c'était paru dans Spirou. C'est pas forcément la même mise en page que dans les albums. J'ai oublié de le dire, ça. Alors, et bien sûr, il y a toujours le dossier à la fin qui est toujours aussi intéressant et superbement illustré. Et puis j'en ai un autre, j'ai La peur au bout du fil, aussi, qui suit le même schéma. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. Un peu au bout du fil. Donc oui, je n'ai pas précisé aussi, les couleurs ont été refaites par Frédéric Janin. Et pour ça, il n'a pas fait n'importe quoi. Il a regardé les planches originales de Franquin et puis il a respecté la volonté de Franquin. Alors pareil, hein, vous avez le dossier qui est très intéressant et très richement illustré. Ah oui, le métomol. Métomol. Voilà. Donc, il y a tout ça pour Spirou et Fantasio. Alors, j'en parle un petit peu dans la vidéo d'introduction. Quand il a commencé à publier les idées noires, Franquin l'a publié dans le supplément qui s'appelle Le Trombone illustré. Alors, Marsu Productions avait sorti un album il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore disponible, qui s'appelait donc Le Trombone illustré. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Alors, j'ouvre. En fait, il y avait tous les... Ah ben, j'ai une édition numérotée, je ne me rappelais même plus que c'était une édition numérotée. Tous les dessins et toutes les illustrations qu'a réalisé Franquin pour ce supplément de Spirou, et en particulier tous les titres du trombone illustré, parce qu'il y avait des titres à chaque fois, et les titres ils étaient différents et bourrés de gags. Il y avait toujours des petits personnages qui naviguaient autour et qui racontaient. Le titre avait une vie propre dans ce supplément. Et là, donc, Marsu Productions a récupéré tous les titres du supplément et les a compilés dans cet album, qui est, ma foi, très, très sympa à relire et à feuilleter. Il y a plein de petites choses, plein de petites gags de partout. C'est vraiment très très sympa. Je vous recommande. Alors, je ne sais pas si c'est facile à trouver cet album, mais honnêtement, ça vaut le coup. Là, on est derrière le titre, par exemple. Voilà. Donc,
le trombone illustré chez Marsu Productions. C'est paru il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc ça doit être peut-être encore disponible. Alors, dans les choses qui vont être un petit peu plus difficiles à trouver, j'ai aussi ceci. Alors c'est pareil, c'est chez l'éditeur Nifle d'Avant. Donc c'est une compilation d'entretiens sur Franquin et JG. Alors Franquin a la part belle hein, dans le livre, hein, puisqu'il occupe la majeure partie de la pagination. Alors non seulement bon, on a des propos intéressants, mais c'est surtout illustré d'énormément de dessins assez rares de Franquin, en particulier de dessins de caricatures qu'il a fait, de dessins réalistes, hein, parce qu'on le connaît assez peu, Franquin, pour ses dessins réalistes. C'est vraiment très très riche niveau iconographie. Franchement, on a de quoi se régaler à l'œil. Et aussi, donc, il y a une partie sur JG. Alors, c'est pas du tout hors sujet, hein, puisque JG, c'est quand même le père spirituel de Franquin. Et JG, qui était un dessinateur hors pair. Hein. On le voit aussi encore avec cette iconographie qui est assez inédite. Hein, pour certains dessins, il faut savoir hein, que moi, je ne les avais pas vus ailleurs. Donc, si vous arrivez à le trouver sur le marché de l'occasion, ce petit livre, ça ne doit pas coûter bien cher, parce que je ne pense pas que ça soit coté, mais franchement, c'est intéressant à lire et à admirer. Et alors, si vous êtes encore en manque de Franquin, alors il y a la Bible que vous pouvez consulter. La Bible, c'est Chronologie d'une œuvre, par Franquin. Alors moi, j'ai la première édition. Je sais que ça a été réédité depuis sous une autre couverture, parce que c'est vraiment un album qui a eu énormément de succès. Je crois qu'il est réédité d'ailleurs assez régulièrement. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, ben, en fait, il y a tout Franquin. C'est pas exagéré de le dire. Et tout Franquin, des débuts à nos jours. Alors quand on regarde le sommaire, effectivement, hein, de 1948 à 1999, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Franquin. Donc c'est chronologie, hein, ça s'appelle chronologie, donc on y va dans l'ordre chronologique. Et chaque année a un texte analytique très intéressant, et surtout c'est une iconographie mais d'une richesse phénoménale. Vous avez vraiment énormément de choses. Regardez chaque page, alors tout est en couleur, hein, et chaque page déborde d'illustrations. C'est vraiment magnifique comme bouquin. Ça, c'est les bouquins sur la BD devraient tous ressembler à ce genre de bouquin. Alors, j'ose pas imaginer le travail d'archivage et de recherche que ça a dû demander pour l'écrire, ce livre, mais bon, ça vaut, le résultat en vaut clairement la chandelle. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Vous avez comme ça un bouquin qui s'étale sur un certain nombre de pages, voilà, sur pratiquement 200 pages, que du Franquin, du 100% Franquin. Alors voilà les Idinoirs. Hop. Voilà pour ça. Ok, donc ça fait déjà pas mal. Hein, donc moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous n'ayez jamais lu Les Idées Noires encore, que vous tombiez là-dessus et que vous tombiez amoureux de l'art de Franquin. Et c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo unboxing dans très bientôt, je pense. Allez, ciao!